8 ans après avoir reçu le prix d'interprétation masculine pour The Artist, Jean Dujardin revient sur la croisette, cette fois à la quinzaine des réalisateurs dont il fait l'ouverture avec Le Daim de Quentin Dupieux, un film étrange et jubilatoire comme souvent avec ce cinéaste, dans lequel son personnage de Français moyen va partir dans une dérive criminelle à cause de son blouson. Un blouson en daim, évidemment. Si ça s'appelle Le Daim, c'est pas pour rien. Après Carverne et Delépine qui lui ont offert un irrésistible rôle d'entrepreneur loser en peignoir blanc, il continue d'explorer les univers singuliers du cinéma français. Il est mon invité ce soir sur Canal+. Bonsoir, Jean Dujardin. Bonsoir. Alors, après le peignoir blanc, effectivement, de I Feel Good, voilà le blouson en daim, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est un costume pour l'acteur que vous êtes? C'est un camarade, c'est un soutien. Dans ce cas-là, c'est un soutien, oui. C'est un soutien qui est venu assez rapidement. Dès les essayages, d'ailleurs, on en avait 4, 5 dans la garde-robe, et ça a été le premier. Il était très évident. Il était à la fois trop court, plus vilain que les autres. Vous pouvez pas dire que c'était vraiment une espèce de beau country. Je pense que c'était un essai, en fait. On n'en a pas retrouvé d'autres, d'ailleurs. Donc, il était très évident. Qu'est-ce que le costume, le blouson en daim, ici, dit du personnage dans Le Daim, pour vous? C'est pas tant le blouson en daim. Moi, je pense que ça aurait pu être, je sais pas, une casquette, un pantalon, une lampe. Je pense que c'est un film qui est travaillé, qui est fait par le vide, où chacun y met, a priori, ses névroses. Et c'est sûrement ce qui m'a interpellé. Il y a 2, 3 choses qui m'ont interpellé quand j'ai rencontré Quentin. L'envie de ce personnage de tout plaquer, l'envie de se barrer. Le départ, qui est un espèce de fantasme masculin qu'on a, qui est assez récurrent, quand même si la morale nous l'interdit, ou l'éducation, ou la vie, tout simplement. Mais l'envie de se barrer, ça, c'est un luxe qu'on peut se payer au cinéma. Et puis de s'enfermer dans une chambre d'hôtel, et pourquoi pas avec un blouson en daim, et le faire parler. Quand je vous dis, ça aurait pu être un fauteuil, ça peut faire n'importe quoi. C'est un prétexte pour se parler. C'est un prétexte pour... C'est une fin de route, hein, ce film. Hein. C'est un mec qui va irrémédiablement dans le mur de toute façon. On sait que ça va pas forcément bien se terminer. Mais vous, ça a été un prétexte pour vous parler, à vous, ce rôle? Moi, je crois, oui. Moi, c'est des trucs qui me... C'est les trucs de mecs seuls qui me font beaucoup rire. J'en faisais déjà, même sur Un gars, une fille, déjà. Je m'amusais à faire ça, souvent, quand j'avais des moments de solitude. Les mecs, avant de se coucher, le mec qui roule ses chaussettes, le mec qui se parle au volant, toutes ces choses de mecs seuls me font beaucoup, beaucoup rire. Je crois qu'on s'est retrouvé avec Quentin sur cette espèce d'étrangeté de la vie, ces arythmies aussi, dans les dialogues. C'est-à-dire que dès que ça devient un peu trop, justement, casual, comédie, trop évident, il a une oreille formidable. C'est un réalisateur qui résiste à l'évidence. Ah ouais, beaucoup, ouais. Et tout de suite, il va te dire non, stop, on arrête, c'est de la merde, c'est de la merde. Vous savez, c'est pas du tout agressif, ça veut dire qu'en gros, ce qu'on fait là, moi, mon cadre, toi, tout, là, on est à côté, on va revoir nos prétentions. Et chez lui, à côté, c'est justement mainstream. C'est juste... Ah oui, à côté, c'est l'incongruité de la vie. Il y a des choses qui sont gênantes dans la vie, et ça, il arrive à les choper. Vous savez si le rôle a été fait pour vous, taillé sur mesure pour vous? Ah non, je crois pas, non, pas du tout. Je crois que c'est un truc qu'il a acheté en 3 semaines. Faudrait lui demander une fois de plus, hein, mais je crois qu'il l'a jeté très très vite et il n'a pas du tout pensé à moi. On imagine comme ça, nous, en tant que spectateurs, un tournage de Quentin Dupieux comme un lieu de recherche, proche de l'atelier, un peu expérimental. Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est une méthode qu'il applique? Il y a quelque chose de non professionnel qu'il le préserve et il a bien raison. Je pense que c'est comme ça qu'il se distingue. C'est comme ça qu'il réussit à avoir sa petite boutique à lui. Ça veut dire qu'en gros, il enlève, pour le coup, toute angoisse de tournage, ce qui est super agréable. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'inhibition. On est 3 dans une pièce, il y a l'ingé son, lui et vous. Et Adèle, quand elle est là... Adèle Haenel, formidable, Haenel, dans Le Daim. c'est encore un autre animal, parce qu'elle se révèle animal au contact de Georges. Mais la méthode, elle est très agréable, parce qu'on fait comme si on n'allait jamais, finalement, comme si ce film ne sortirait jamais. On regarde une scène, tous les deux? Ah oui, avec On plaisir. regarde une scène. C'est la scène de votre première rencontre avec le personnage interprété par Adèle Haenel. On y va? Oui, alors là, c'est une position un peu animale, parce qu'en fait... Le personnage est vraiment en régression, mais pas enfantine, en régression animale. C'est-à-dire que je me nourris, je dors, je lappe à un ruisseau, et puis j'essaie de survivre. Ben là, c'est pareil. J'avais une position rat. On disait souvent position rat. Alors je me mettais un peu en rat et j'écoutais ces 2 nanas qui parlent et qui ne parlaient absolument pas de moi, évidemment. Et je suis persuadé qu'elles parlent de mon blouson. Vous parlez de mon blouson? Il vous disait position rat. Position rat, comme ça, comme un rat, comme un mec qui est en planque, parce que c'est un mec qui est presque en cavale. Il arrive dans la montagne, il se fout dans un hôtel, il se planque. Alors on ne sait pas trop qui il est, où il va. Non, c'est parce qu'en fait, on m'en parle tout le temps, quoi. Des fois, il y a des gens qui m'arrêtent dans la rue. Je suis habitué à ce que ça attire les regards, c'est pour ça. Ça devient très identitaire pour lui, ce blouson. C'est que voilà, je suis ce blouson, je suis le style de malade. C'est ce qu'il dit, j'ai un style de malade. Il vous dit quoi, Quentin Dupieux, à ce moment-là? Il me dit rien, il me dit on est d'accord. En fait, il me dit attends, elle parle de ton blouson, enfin, et si elle n'en parle pas, tu comprends pas, quoi.
Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on parle pas de mon blouson? Enfin, je veux dire, je l'ai payé 7 000 euros, merde. Il tape, quoi. Il bute, ce con de blouson. Il faut en parler, quoi. C'est ça que je dis. Est-ce qu'il vous dit le mot western, Jean Dujardin? Pas du tout. Parce qu'on y pense quand on regarde cette Ouais, scène. il y a un truc. Ouais, mais d'ailleurs, en fait, non, parce que tout ça, ce sont des éléments qui se sont ajoutés au fur et à mesure du projet. C'est-à-dire, en gros, on ne sait pas encore où on va tourner. Et puis, on a la région Aquitaine. Et puis, ça, C'est toujours bien d'avoir la région Aquitaine. c'est super. Et puis, on a les montagnes. Et puis, on a la vallée d'Aspe. Et la vallée d'Aspe, c'est étrange, la vallée d'Aspe. Il n'y a pas grand monde. Je crois qu'il y a 2000 habitants sur 60 km. C'est une terre déserte. Vous voulez dire qu'au même titre que le costume, le territoire a nourri le personnage pour vous? Complètement. Il était fait pour. C'est-à-dire qu'il y a une séquence où bon, j'enterre des blousons. Cette phrase ne veut rien dire. Oui, c'est assez marrant. Mais c'est un endroit qui est assez incroyable, qui est totalement fait pour le film. C'est-à-dire que et ça l'isole complètement. Et ça l'isole de tous les méfaits qu'il peut... Et tant mieux, d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a très peu de prises chez Quentin Dupieux. Assez peu, oui. Oui, 2, 3. C'est vrai qu'il réclame un non-jeu. Il voit la fabrication immédiatement. C'est-à-dire que si tu es un peu fatigué et tu n'es pas sur le coup, tu peux pas le berner, quoi. Moi, je crois qu'en fait, je ressemble beaucoup à Quentin Dupieux dans ce film. Et comme souvent, d'ailleurs, on dit que Quentin est un des fils de Bertrand Blier, je pense qu'il y a comme Bertrand a pu mettre un moment 2 verres dans Prépare vos mouchoirs, il lui a mis une barbe avec une pipe, c'est pas pour rien, et qu'à un moment, on transpire le metteur en scène, quoi. Je ressemble à Quentin, je parle même comme Quentin. En fait, qu'est-ce que vous allez chercher chez lui, chez ce réalisateur aujourd'hui? C'est lui qui vient me chercher pour quelque chose. Moi, j'avais pas forcément pensé à Quentin, mais le fait est qu'il est venu et qu'il m'a proposé quelque chose. Et vous acceptez? Oui, j'accepte parce que je laisse des places vides, moi. Je laisse des places justement pour avoir des surprises. Mais je n'ai pas de désir. J'ai très peu dragué les metteurs en scène et j'étais très heureux qu'ils m'approchent. Mais en acceptant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme d'engagement, non pas contre, non pas en réaction, mais à côté de ces comédies un peu formatées? Quelque chose de l'ordre d'un univers singulier, aller rechercher ça. Le fait est, quand je fais I Feel Good, je trouve qu'il y a des dialogues qui sont savoureux. Là, il y a encore un univers qui est complètement fou. C'est vrai que je m'ennuie assez rapidement. La comédie low cost me fait parfois un peu chier. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas de qualité, ça veut pas dire, et certainement pas, d'ailleurs, on voit, enfin, elle plaît, et elle plaît parfois même au plus grand nombre. Je pourrais y aller, je devrais y aller. J'y vais parfois, mais pas tout le temps. J'ai envie de me faire des secousses, j'ai envie de me faire peur, j'ai envie d'avoir peur. Au même titre que je viens de faire là, le Polanski sur l'affaire Dreyfus, c'est quelque chose que je redoutais. Je suis content d'avoir ressenti quelque chose de nouveau. C'est exactement ce que je recherche, mais ça depuis 15 ans, en fait. Je fais la même chose depuis que j'ai fait Le Convoyeur ou Brise de Nice. Et Le Bruit des glaçons, vous citez évidemment Blier, votre personnage rencontrait son cancer. Ouais. Forcément, il y a des parallèles ici entre ces deux univers. Rendre crédible et vivant ce genre de situation absurde, ça c'est aussi un défi, je pense, pour un comédien. Non? Oui, mais en fait, c'est pas très compliqué. C'est au même titre que le cinéma muet. On dit, mais c'est difficile de jouer muet. Mais non, t'as juste aucune prise de son. Mais tu joues de la même manière. Il suffit de quoi? Il suffit d'y croire, en fait. Mais il suffit d'y croire à la situation. Mais quand tu regardais les Murnau, City Girl, enfin les premiers films des années 20, ce n'est pas que de la pantomime ou du Chaplin. Ça joue simplement. Alors, ça joue un peu plus théâtral, mais ça joue et ça ressent. De la même manière que l'absurde, si je veux qu'il passe, je dois le ressentir et jouer dans une normalité effrayante. Je ne voulais certainement pas jouer la psychiatrie. Je voulais la jouer, la psychiatrie. Je voulais l'approcher. La ligne de crête. Vous l'approchez clairement, là. Oui, mais parce que la ligne... alors là, je suis complètement dedans. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas de chute libre. Là, c'est carrément... je suis passé de l'autre côté dès le début du film. Mais je pense que c'est ça qui nous effraie dans ce projet-là. C'est qu'en fait, chacun... On peut le voir de 2 manières. Ou on reste au large et on se marre. Et on se dit, c'est une bonne connerie, ça m'amuse. Ou alors, je suis effrayé parce que ce que vit Georges, j'en suis pas loin. C'est ce que vous recherchez en tant que spectateur, vous aussi? Ouais, bien sûr. Le miroir, en fait. Complètement. C'est pour ça que je pense que le film fait du bien. Il est vraiment cathartique. Il y a un truc, ça te permet de... je sais qui c'est Georges, en fait. Franchement, Jean, quand on regarde la filmographie, là, Blier, Lelouch, Scorsese, tout récemment Polanski avec qui vous venez juste de jouer, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres rêves de cinéaste? J'ai jamais de rêve, moi. Je rêve pas. Je suis pas un grand... Jamais? Non, je rêve. J'ai des rêves d'enfants qui persistent dans la vie. J'ai des sensations, mais pas dans ce métier. En fait, ce que j'aime dans ce métier, c'est l'idée que je vais vivre pendant 8, 5, 12 semaines, l'idée d'être un autre. C'est un truc très enfantin qui s'explique comme ça, simplement. J'ai pas d'autre rêve que de ressentir, une fois de plus. Alors, si c'est avec des grands maîtres, si c'est avec des pointures, c'est quand même mieux. Mais une fois de plus, je les drague pas. Ils viennent, on en parle, mais je peux aussi me laisser le choix de dire non
si je sens que ce n'est pas pour moi. Justement, les Américains, on en est où avec Hollywood? Il n'a jamais été question d'Hollywood, jamais, en rien. Je l'ai toujours dit. Je ne suis jamais retourné depuis les Oscars là-bas. Sauf pour des petits trucs. Franchement, s'il y a 2-3 jours, j'avais vécu cette histoire avec Scorsese, les 3 jours à Brooklyn, c'était génial. Moi, ça me va très bien. Si je peux faire quelques infidélités comme ça, quelques temps là-bas, mais surtout revenir ici, parce que vous vous rendez compte, là, en 3 ans, j'ai eu la possibilité d'être un abruti chez Caverne des Lépines, de faire Dupieux, de faire le Polanski, de jouer dans ma langue. On a un cinéma qui est riche, qui est puissant. Justement, c'est un peu la question que j'allais vous poser. C'est quoi la suite pour vous? Jean, vous avez co-réalisé avec Gilles Lelouch un sketch des Infidèles. Les Infidèles, oui. Il y a 7 ans après. On en est où de ces désirs, peut-être, de mise en scène? Non, pas du tout. Okay. Non, c'est-à-dire je pense que je serais vraiment un réalisateur peut-être à 55 ans. Je serais le genre de mec qui fera un film ou deux, qui aura peut-être des choses à raconter. Arrangez-vous pour que ce soit La Nuit du Chasseur. Ouais, c'est ça, exactement. La Nuit du Chasseur, ouais, ou Chantons sous la pluie, quoi. Ouais. Mais sinon, non. Je sais pas, la réussite de Gilles Lelouch, par exemple, qui est votre ami. Mais Gilles, Gilles a toujours été plus réalisateur que moi. Ça donne pas des envies? Non, pas du tout. On nous demande beaucoup, nous, les acteurs, de réaliser. J'ai pas grand-chose à raconter. Je suis pas passionné par le cadre. C'est pas un truc je suis pas pressé de voir une image. Ce qui m'intéresse, en revanche, je suis très client des acteurs, je suis très client de mes partenaires. J'aime beaucoup voir les gens jouer. Alors peut-être que la mise en scène au théâtre, quelque chose comme ça pourrait m'intéresser. Mais le cinéma, franchement, vraiment, j'ai pas grand-chose à raconter. Alors, vous avez annoncé, Jean, le prochain tournage du 3e OSS 117. Il sera écrit, comme les 2 premiers, par Jean-François Alain. On sait qui va le réaliser ou pas? On sait. On peut le dire? Non. On peut pas le dire? Non, ça va être je pense que c'est un secret de Polichinelle. Je le connais? Oui, vous le connaissez. Le réalisateur? Oui, mais on va pas faire de mystère là-dessus. Mais on en parlera très vite après Cannes. Voilà, c'est très vite. À un moment, vous avez hésité à reprendre ce personnage. Vous disiez à cause de l'ambiance qui régnait en France. Oui, qu'est-ce qui vous inquiète? Pas forcément mieux maintenant. Hein. C'est ça, ouais. Il y a cet engagement-là chez vous. Je me pose la question parce que je pense effectivement à l'aspect satirique d'OSS 117 qui dénonce un petit peu le fond réac d'une certaine tradition française. Je pense à I Feel Good aussi, qui était une charge contre la Startup Nation. Je pense à Polanski, dans J'accuse, le commandant Picard, celui qui a permis d'innocenter Dreyfus. Il y a ça aussi dans votre choix de rôle? C'est pas aussi véhément, c'est pas aussi poussé, mais le fait est que ça m'interpelle. Le fait est que je préfère parler de ça que des problèmes de colocataires ou des problèmes de quinca ou de quadra qu'on nous propose quand même souvent dans les comédies. J'ai l'avantage d'avoir fait un gain fixe, c'est que j'ai fait 4000 sketchs sur la vie quotidienne. Donc je vous avoue, quand on me dit, là c'est avec ta tante dans une cuisine, ça m'ennuie très vite. J'ai envie, une fois de plus, d'avoir à manger, ou du moins qu'on me raconte quelque chose. Et qu'est-ce que vous faites entre 2 films? Je vis. Vraiment, je suis un peu en mode Georges dans Quentin Dupieux. Ah non, pitié. Non, mais pas loin. Ah. Non, c'est-à-dire qu'en fait, alors, mon plaisir, par exemple, c'est quand je peux, c'est courir un maximum. Dès que je peux courir, c'est courir avec de la musique dans Paris, dans les villes, et voir des choses, et voir des gens, et regarder des humains, et pas trop réfléchir, ça j'y arrive vachement bien. Faire des siestes, bouquiner, pas trop, m'arrêter. Le livre, il prend du temps aussi. Pas de film, très peu. Et si entre la réalité et le cinéma, vous préférez la réalité en fin de compte? Je préfère complètement la réalité. Je me sens vachement mieux depuis que je vis bien ma réalité. Mais vraiment mieux. C'est-à-dire que j'ai bien compris que ce métier ne prendra pas le pas sur ma vie. Je suis plus heureux d'être là avec vous, je suis plus heureux de vivre ma première journée à Cannes, parce que je viens jamais, ou pas souvent. Je fais jamais de festival, mais pas par snobisme, pas par effet. C'est juste que j'aime bien me planquer, bizarrement. J'aime bien être avec les miens. J'aime bien être avec mes amis d'enfance. J'aime bien être dans ma vie. J'aime bien faire des choses simples. Je vous dis, c'est une émotion. C'est juste des sensations, voilà. Merci d'être avec nous. Merci, Augustin. Aujourd'hui, Jean, et à bientôt. Le Daim de Quentin Dupieux vient d'être présenté en ouverture de la quinzaine des réalisateurs et sera dans les salles à partir du 19 juin. On vous y retrouvera, Jean, entouré d'Adèle Haenel et d'Albert Delpy. Merci d'avoir regardé cet entretien. Tout de suite, la suite.